Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mensuelle du Medicast. Et je suis en compagnie de Simon. Simon, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Eh bien Simon, il me semble que dans le point psycho de ce mois-ci, tu nous as concocté un petit sujet sur la réalité virtuelle. Oui, c'est tout à fait ça Guillaume, il me semble qu'avant d'en arriver là, tu dois aborder les points Actu Santé. Très exactement, et nous allons dès maintenant partir sur la première actualité. En octobre de cette année, les hôpitaux universitaires de Genève ont publié un communiqué de presse titré « La méditation pleine conscience au secours des adolescentes et adolescents nés prématurément ». Cette communication vise à mettre en avant l'une de leurs dernières publications scientifiques parues dans la revue Scientific Reports. Voici ce qu'il en retourne. Selon la littérature scientifique, les enfants nés prématurément ont davantage de risques de difficultés exécutives, comportementales et socio-émotionnelles dans l'enfance qui peuvent persister à l'adolescence et à l'âge adulte. Afin de les aider à surmonter ces difficultés, une équipe composée de chercheurs des HUG et de l'Université de Genève a mis sur pied une intervention basée sur la méditation pleine conscience ou mindfulness, pratique qui présente un grand nombre de bienfaits. Mais qu'est-ce que la pleine conscience ou mindfulness ? Eh bien, c'est une pratique communément définie comme la surveillance continue de l'expérience du moment présent en y prêtant une attention ouverte, absente de jugement et dans l'acceptation. Le but est de parvenir à se centrer sur l'instant présent en se focalisant sur nos sensations, notre respiration, le ressenti de notre corps dans l'espace, tout en laissant survenir nos émotions et nos pensées. Revenons maintenant à notre étude. Il s'agit d'un essai randomisé contrôlé visant à évaluer l'efficacité d'une intervention basée sur la pleine conscience. Durant 8 semaines, 56 adolescents âgés de 10 à 14 ans et nés avant 32 semaines de grossesse ont passé chaque semaine 1h30 avec 2 instructeurs en mindfulness. Ils ont également été invités à pratiquer des séances de mindfulness quotidiennes chez eux de manière autonome. L'âge de 10 à 14 ans n'a pas été choisi au hasard puisqu'il a été identifié comme une période de développement cruciale au cours de laquelle ce type d'intervention peut être bénéfique. Les parents des adolescents ont eux aussi été sollicités. On leur a demandé d'observer les fonctions exécutives de leur enfant, par exemple la capacité à réguler ses émotions et son attention, ses relations aux autres et son comportement de manière plus générale. Les compétences exécutives, comportementales et socio-émotionnelles ont été évaluées à 3 moyens, à l'aide de questionnaires remplis par les parents et par les participants eux-mêmes, de tests neuropsychologiques et de tâches informatisées. La comparaison du groupe ayant bénéficié de cette intervention basée sur la pleine conscience par rapport à un groupe contrôle n'ayant pas pratiqué la pleine conscience montre un impact positif de l'intervention en mindfulness sur la vie quotidienne de ces adolescents, sur leur capacité à faire face également à des événements nouveaux. Ils disent se sentir mieux, plus centrés et aptes à faire face au monde. Le mindfulness semble donc mériter notre attention et on comprend un peu mieux ce qui peut justifier l'essor de cette récente pratique. Il convient tout de même de préciser que les mécanismes qui sous-tendent les bénéfices liés à la pratique de la pleine conscience restent peu clairs, mais de récentes études en neuroimagerie suggèrent que les interventions basées sur la mindfulness reposent sur un processus d'amélioration de l'autorégulation globale, que ce soit au niveau du contrôle de l'attention, de la régulation émotionnelle et de la conscience de soi. La deuxième actualité provient d'un communiqué de presse du Centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, qui met en avant une publication parue dans la revue Cell Reports, étude qui semble ouvrir la voie à de nouvelles applications thérapeutiques prometteuses dans la lutte contre la Covid-19. Je cite « Le CHUV et le PFL ont découvert un anticorps monoclonal très puissant ciblant la protéine spike du SARS-CoV-2. Celui-ci neutralise largement toutes les variantes du virus, y compris le variant Delta. » Fin de citation. Ce nouvel anticorps pourrait également être utilisé dans le cadre d'une thérapie combinée afin de réduire la sévérité de la maladie chez les personnes infectées par le SARS-CoV-2. Les recherches ont été menées par les équipes du service d'immunologie et d'allergologie du CHUV, ainsi que le laboratoire de virologie et de génétique de l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Le développement de ce nouvel anticorps ouvre la voie à une amélioration de la prise en soin des personnes atteintes d'une forme sévère de la maladie et pourrait servir de thérapie prophylactique, particulièrement pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou immunodéficiente. Cette découverte n'a pas vocation de remplacer la vaccination, qui reste le moyen le plus efficace de se protéger contre l'infection, mais elle propose d'apporter une nouvelle corde à notre arc pour faire face à la pandémie Covid-19.
Enfin, une dernière information mérite notre attention, car dans ce communiqué de presse, on peut lire également, je cite, « Sur la base de ces résultats prometteurs, le CHUV et le PFL, dans le cadre de la conclusion d'accords de collaboration et de propriété intellectuelle, sont en discussion avec une start-up qui aura pour mission d'assurer la production et le développement clinique des anticorps nouvellement découverts. Les essais cliniques doivent démarrer fin 2022. » Fin de citation. Et vous trouverez davantage d'informations dans la description avec le communiqué de presse du CHUV et le lien vers l'étude en question. Même chose pour la première actualité. Ce mois-ci, j'avais envie de vous parler d'une technologie apparue il y a maintenant quelques années et qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée dans le monde de la santé, c'est la réalité virtuelle. Que ce soit pour former des soignants ou favoriser le bien-être des patients, la réalité virtuelle gagne petit à petit sa place dans les institutions de soins. Aujourd'hui, nous allons voir son application dans le domaine de la psychologie clinique et plus particulièrement son usage dans les thérapies dites d'exposition. L'exposition est une technique couramment utilisée dans les thérapies d'approche cognitivo-comportementale que l'on abrège TCC. La TCC est l'une des approches psychothérapeutiques qui cumule à ce jour le plus de littérature scientifique. Le principe de l'exposition est de confronter graduellement la personne à une situation ou à un stimulus qui suscite des réactions de peur ou de panique. L'idée est qu'à mesure d'exposition contrôlée réalisée dans des lieux sûrs, les symptômes anxieux diminueront. La thérapie par exposition a déjà fait ses preuves pour venir en aide à des personnes souffrant de divers troubles liés à l'anxiété, comme les phobies ou l'anxiété sociale. Il existe différentes manières de réaliser ces expositions. Les deux principales sont les expositions imaginaires et les expositions in vivo. Dans les expositions imaginaires, le thérapeute propose au patient de se confronter à la situation ou au stimulus déclencheur de peur en l'imaginant. Si par exemple l'idée de prendre le train suscite beaucoup d'anxiété chez une personne, le thérapeute peut lui suggérer de s'imaginer monter sur le quai de la gare. Cette image va probablement susciter une réponse d'anxiété. Thérapeute et patient travailleront donc à faire diminuer cette anxiété. Une fois que cette pensée ne génère plus d'anxiété, le thérapeute propose au patient d'aller plus loin en imaginant monter dans un train, et ainsi de suite. Dans l'exposition in vivo, la personne est confrontée dans la vraie vie à la situation qui provoque la peur. Pour reprendre l'exemple du train, le patient commence par se rendre sur le quai de la gare sans monter dans le train. Une fois que cette étape ne génère plus d'anxiété, on lui propose de faire un petit trajet en compagnie du thérapeute, puis seul. Maintenant, qu'est-ce que la réalité virtuelle peut apporter à ce domaine ? Eh bien, l'exposition par réalité virtuelle est considérée comme étant à mi-chemin entre l'exposition imaginaire et l'exposition in vivo. Contrairement à ces deux techniques, la réalité virtuelle permet de créer un environnement entièrement contrôlable par le thérapeute et donc adaptable aux besoins du patient, ce qui permet ainsi une exposition graduelle et plus sécurisante. Effectivement, le thérapeute n'a pas de contrôle sur ce que le patient voit quand il réalise une exposition imaginaire. Idem pour l'exposition in vivo, où le thérapeute ne peut avoir un contrôle total sur l'environnement dans lequel elle se déroule. La réalité virtuelle permet de remédier à ces limites, puisqu'elle crée un environnement entièrement personnalisable et contrôlable. La VR permet aussi de plonger le patient dans des situations qui seraient difficiles à reproduire dans la vraie vie, parce qu'elles se produisent rarement ou parce qu'elles sont coûteuses. Je pense par exemple à des situations de prise de parole face à un public, ou tout simplement prendre l'avion. On donne ainsi au patient la possibilité de s'exercer à la gestion de son anxiété en situation, autant de fois que nécessaire et à moindre coût. J'imagine que les plus sceptiques d'entre vous se disent que l'exposition par réalité virtuelle ne peut être aussi efficace que celle in vivo, puisque le patient est conscient que l'environnement dans lequel il est plongé n'est pas réel. Pourtant, il semblerait que dans le contexte de l'exposition, la réalité virtuelle crée des réponses psychologiques et physiologiques très similaires à celles que l'on peut observer dans la réalité. Même si de plus amples recherches doivent être effectuées afin de valider l'efficacité de ce type d'intervention, l'exposition par réalité virtuelle semble prometteuse, surtout quand on pense aux progrès technologiques à venir, tant au niveau du réalisme que de la capacité d'immersion qu'offre la VR. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir n'importe lequel des sujets que nous avons traités, vous trouverez toutes nos sources dans la description. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur la mensuelle du Medicast. À bientôt j'espère.